bienvenue. Bonsoir. Je m'appelle Natacha Marie Liorens et je suis là avec l'artiste en présence, Massinissa Salmani, pour vous parler principalement de son travail et aussi de donner un peu de contexte pour l'expo que vous venez de voir à Rhizome. Avant qu'on commence notre conversation, il y a des remerciements à faire, notamment à notre école et son équipe pour l'accueil ce soir. Très chaleureux, merci. Et à Rhizome, une galerie juste un peu plus haut sur Morad Didouche qui a suivi et soutenu ce projet de recherche et de questionnement artistique et historique pendant des longues années en fait. Donc on est bien accompagnés. Comme c'est un projet qui a duré maintenant presque 2 ans et demi, on est nombreux à y participer. Comme vous le voyez dans le dossier de presse, on a fait plus d'une douzaine d'entretiens avec des personnes et certains sont parmi nous ce soir. Et on vous remercie tous vivement de votre curiosité et votre générosité en partage, surtout avec des histoires qui sont discutées mais pas forcément notées toujours. Et ça nous permet de retracer certaines choses. Donc merci de façon générale à tous ceux qui ont participé à ce projet et qui vont participer mais qui ne le savent pas encore à la prochaine étape et celle d'après. Parfois, je vais passer en anglais. I will pass in English sometimes parce que parmi nous, there are some people that are a bit shaky in French. Donc, je vais faire des petits gestes d'inclusion envers eux pour que they understand something of what's going on. I will give some small resumes of the conversations that we're having en anglais. Mais sois assuré, je dis la même chose en anglais qu'en français. S'il y a un anglophone, francophone à côté de vous, vous pouvez confirmer. C'est juste par politesse d'essayer d'inclure le plus grand monde possible. Parce que c'est vrai qu'aussi, on a remarqué que vous êtes plus nombreux d'être anglophones dans ce contexte en Algérie. Donc, on veut que tout le monde soit le plus compréhensible. Voilà les remerciements de ma part. Ouais. Et moi, peut-être que je parlerai de temps en temps en arabe. Voilà, ou en kabyle peut-être. Ou en kabyle, voilà. Pour mettre des choses. Donc on va essayer de mélanger tout pour que tout le monde soit dans un bain de insaisissabilité. Ça se dit? C'est un mot en français? Je ne sais pas, mais on a compris. Voilà. Ok, donc c'est à moi de poser la première question. J'en ai beaucoup parce que j'ai l'habitude de poser des questions à M. Salmani, mais on aura un peu de temps à la fin s'il y a des questions que je n'ai pas arrivé à poser pour que vous pouvez participer aussi. Donc notez-les bien. Ma première question, c'est à propos du projet qui date maintenant de 2015. Qui s'appelle aussi Les 1000 villages et qui était un projet commissionné pour la Biennale de Venise par le dernier Okwi Enwizor, bien regretté. Et c'était le point de départ pour mes questions à toi et pour ma curiosité en particulier dans cette histoire algérienne. Et je pensais juste te demander de nous expliquer comment ce projet, le premier de 2015, est arrivé et comment tu l'as nourri avec d'autres choses. Okay. Bon, déjà dire que c'est particulier pour moi de présenter mon travail ici pour la première fois. Je l'ai dit peut-être à certains d'entre vous, ça fait tout drôle parce que j'ai grandi à côté. Et de montrer mon travail ici, c'est quelque chose que j'attendais depuis un moment, en plus autour de ce projet qui m'occupe depuis un certain temps. Donc voilà, merci à toi de m'avoir permis ça, à Rhizome bien sûr, de nous avoir si bien accompagnés et qui va continuer à le faire sans doute. Sans doute. Pour les 1000 villages, en fait, moi mon travail était lié à un moment, enfin pendant longtemps à la photographie de presse. Et en fait, la photographie de presse, cet intérêt ne vient pas de nulle part, il vient d'abord de... Je pense qu'en tant qu'artiste, l'enfance est souvent présente. Vous m'entendez? Il faut que je parle un peu plus fort. Zéchouia, ok. Oui, donc je disais, j'ai beaucoup d'artistes
l'enfance a beaucoup d'impact sur beaucoup de choses. Et moi, mon enfance ici à Alger a été pour quelque chose. Cet intérêt pour la presse et la chose imprimée n'est pas venu par hasard. Mon père, qui est là, tenait un petit magasin de reprographie rue Burdeau, pour ceux qui connaissent, donc pas très loin. Et donc j'ai grandi un petit peu avec ça, avec ces odeurs d'encre, fasciné par les textures de papier, ce transfert d'images ou de textes, etc. Donc voilà, donc il y a un intérêt à la photographie de presse par la suite, à ces mécanismes, comment la photographie de presse. J'insiste sur le mot presse pour parler de la presse écrite, parce que dans un journal, l'usage de la photographie est mis en scène, ce qu'on met en une, les légendes, les images qu'on recadre, etc., etc. Et donc un jour, j'étais en vacances à Tizi, chez la famille, et j'ouvre Lointain. Il y avait une double page, une enquête sur les 1000 villages, sur un des villages, je ne me rappelle plus lequel. Je crois que ça regroupait plusieurs villages. Et il y avait une espèce d'amertume, etc. Et donc ça m'a fasciné. Je dis, bien sûr, la révolution agraire, on en a beaucoup entendu parler à l'école, mais les 1000 villages, ça me disait quelque chose sans... Et donc j'ai reposé la question à mon père s'il s'en souvenait. Il m'avait dit oui, bien sûr, que je m'en souviens. Il m'a dit, c'est drôle que tu me parles de ça parce qu'on a complètement oublié ce truc-là. Enfin, qu'il a oublié, enfin, du coup, il a employé, je crois, le mot rumeur à ce moment-là. Et ça m'a intéressé. C'est-à-dire comment une histoire aussi énorme puisse être oubliée comme ça de manière quasiment soudaine presque. Mmh. Et donc je me dis, tiens, cette rumeur, il faut que j'aille la sonder, il faut que j'aille voir ce qui se cache autour. Donc je fais des recherches et je tombe sur le travail de Jafar Lasbot, qui est un urbaniste et sociologue algérien qui vit en région parisienne maintenant, qui a fait sa thèse sur le sujet dans les années 70. C'est-à-dire qu'il a suivi vraiment la construction des villages, il a fait des enquêtes sur plusieurs années et il a publié un livre très documenté sur la question. On le trouve très difficilement, mais il se trouve encore sur Internet. Je trouve son contact, je lui écris, on arrive à se rencontrer, je vais le voir en région parisienne, on discute. Bon, déjà lui, il était surpris que... Il continue à être surpris. Voilà, il est surpris qu'un artiste s'intéresse à ces choses-là parce qu'apparemment, c'est un sujet qui n'intéresse plus personne. En plus, il dit, vous êtes artiste, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, j'en ai aucune idée, mais on va faire quelque chose. Et donc voilà, en discutant avec lui, j'ai enregistré un entretien, etc., qu'on va réutiliser plus tard. Et donc il m'a remis, la première chose qu'il m'a remis, ça a été une compilation d'articles de presse qui date du tout début des villages socialistes à peut-être jusqu'à 76, si je ne dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça. Et ce qui m'a très vite fasciné, c'est qu'en ouvrant les articles de presse, en fait c'était des copies d'articles de presse de l'époque. Et très vite, en ouvrant les articles, j'étais fasciné de voir des images. Vu qu'on a photocopié, c'était des copies de l'époque qui n'étaient pas de très bonne qualité, donc les images, il n'en restait plus rien. Et la seule façon de lire ces images, c'était les légendes des images. C'est-à-dire que finalement, on était obligé de croire les légendes des images pour lire les images. C'est-à-dire que vous avez parfois des commentaires très élogieux sur les 1000 villages, mais vous ne voyez pas ce qui se passe. L'image est totalement saturée. Et du coup, sur le projet, il y avait la question de la transmission, et vous l'avez vu un petit peu à l'exposition, il y a des doubles pages de cahiers pour aller vite. Sur les doubles pages de cahiers, vous avez la partie de gauche où c'était des vrais relevés des architectures, des maisons avec les vraies mesures que Jafar Lasbot a relevées à partir de ses propres études, mais aussi de documents venant de l'État. Donc tout ça est existant. En dessous, il y avait des dessins de vues, de paysages ou de vues topographiques. Ça, c'est totalement fictionnel. Donc pour moi, cette partie-là, c'est un peu l'utopie. Et à droite, vous avez le récit des villages via la presse, mais ce récit, en fait, il se désintègre parce que les images, elles sont lisibles au début. Et puis au bout de la 20e page, la dernière, elle n'est pas du tout lisible. Et les légendes des images annoncent aussi que quelque chose n'a pas fonctionné dans cette histoire-là. Voilà, j'ai parlé beaucoup. Faut qu'on avance. Non, c'est l'essentiel, c'est le projet de base. So we've just outlined a bit the sketch of the first project, which you see the preparatory drawings of in the exhibition, and given some sense of what was at stake for the artist.
in working with media images, with working with archives. The fact that the initial idea came from a conversation that Massinissa had with his father, who we have the honor of having with us today. That is the sort of like sense of the question that Massinissa was answering. Ce qui m'a intéressé dans ce projet, la première fois que je l'ai rencontré, c'est justement ces questions. Il y avait l'histoire, l'idée d'une rumeur, l'histoire de quelque chose qui était là et qui était construit, bâti dans l'espace public et qui a disparu. Ça, c'est déjà fascinant, on est d'accord ? Oui. Mais il y avait aussi ces questions formelles au fond du projet sur qu'est-ce qui se passe quand une image est transférée et vient se coller sur une nouvelle support, page d'écolier. Pourquoi ce geste t'intéressait tellement ? Et il me semble que la réponse se trouve peut-être partiellement dans un travail qui est de longue date, de dessin, mais aussi d'appropriation d'images et de travail sur comment le sens d'une image qui a été prise par quelqu'un d'autre peut migrer ou peut se disséminer à travers sa présentation différente. Je ne sais pas si je suis claire dans mon français un peu bizarre, mais Oui, c'est une question formelle, c'est une question d'artiste. Comment le mêler aussi avec le dessin ? Oui, en fait, ce que j'ai l'habitude de dire aussi, c'est que souvent en tant qu'artiste, on a un sujet en tête, une volonté de travailler sur telle et telle question. Mais pour moi, l'atelier est toujours important. Dans tout ce que j'ai fait, dans toutes mes expositions, ou comme on a fait un tout petit peu ici, c'est que ce qui se passe à l'atelier est toujours visible. Et ce qui se passe à l'atelier n'est pas forcément de l'ordre du planifié, c'est des accidents, c'est des choses qui arrivent parce qu'on a des processus de travail, on a l'habitude de travailler avec certains formats, certains matériaux. Des fois, des choses se rencontrent et créent du sens. Et moi, j'ai l'habitude de travailler, quand je travaille sur ce genre de choses, il y a des artistes qui sont capables d'avoir une idée précise dès le départ. Moi, je n'aime pas travailler comme ça. Je préfère plutôt laisser le doute à plein de choses. Et parce que mon travail, ce qui m'intéresse aussi, c'est vraiment les choses qui n'ont ni début ni de fin, qui sont suspendues. Ça, je suis fasciné par ça. Quand je fais de l'animation, des traits, elles sont souvent très courtes et absurdes, parce que je ne sais pas faire quelque chose qui a un début et une fin. Sans doute parce que je suis un peu bavard aussi. Mais non, mais c'est aussi la structure de l'histoire ici. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui ne se boucle pas. Oui, c'est ce que tu disais aussi dans nos conversations. J'ai un peu de mal aussi avec les choses linéaires. Une approche fragmentaire qui laisse place à l'accident, à des choses qui échappent à tout ça, pour moi, aide à comprendre le sens et à appréhender certaines histoires. Par exemple, pour revenir à ça, moi, l'histoire algérienne, par exemple, je crois que j'ai quasiment rien retenu de l'école, mais absolument rien, enfin, ou très peu. Je l'ai apprise, c'est quand j'ai commencé à lire, c'est là où j'ai commencé à comprendre des choses. Et le premier choc, ça a été la lecture du Sommeil du Juste de Mouloud Maameri. Je commençais à peine les Beaux-Arts. Je lis ça, et c'est la première fois que j'avais compris des subtilités de l'histoire algérienne que je n'avais pas eues à l'école ou autre, parce que ça remettait un peu l'individu au centre de la chose. Et peut-être ça me rendait les choses un peu plus personnelles, parce qu'on est noyé dans un truc énorme, et je n'arrivais pas à m'en dépatouiller. Et donc, le dessin a cette faculté de... Et le dessin a cette faculté de révéler beaucoup de choses. Il y a la simplicité qui me plaît énormément. Et dans tout ce que je fais, j'essaie vraiment d'aller à l'essentiel. Je n'ai jamais aimé les œuvres qui disent quoi penser dès le départ. Il y a un truc qui est très assumé dans mon travail, c'est de vous faire perdre des repères. Ça, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de mon travail. Mais par contre, le travail avec les photographies, d'archives ou de médias ou les journaux de ton père, ça amène un fragment de quelque chose de très concret, des corps qui ont existé, des gestes qui ont été faits dans l'espace. Comment est-ce que tu résolues dans ton travail l'équilibre entre, entre ces personnes
qui sont tirées d'images médiatiques. Et cet intérêt dans l'absurde ou la manque de linéarité ou le jeu visuel que tu joues à perpétuité dans ton travail. C'est peut-être ça la question la plus précise. Oui, en fait, par exemple, ce genre de dessin, tout ce que vous voyez, tous les éléments proviennent de photographies de presse différentes. Les ventilateurs, le personnage, la piscine, la girafe, tout vient de choses totalement différentes. Et je compose de sorte à avoir des échelles, des rapports d'échelle qui semblent possibles. Mais en fait, une situation comme ça, il faut quand même beaucoup de chance pour que ça... Il faut un concours de circonstances incroyable pour que ça se réalise dans la vraie vie. Et en fait, ça joue sur cette chose-là et ça joue sur autre chose, c'est que je ne donne jamais de source, ni de date, ni de visage connu. En fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout de jouer sur des postures connues. Par exemple, je prends toujours cet exemple-là parce que pour moi, il est très parlant. Vous prenez un manifestant qui lâche un pavé, c'est le même geste partout. Vous le mettez dans un dessin, dans une image, vous savez ce qui se passe. Mais si vous ne savez pas où c'est, qui le fait, etc., vous n'avez qu'une partie de l'histoire. Et tous ces espaces blancs, pour moi, c'est une partie aussi que je laisse aux gens qui regardent, de combler aussi avec leur propre mémoire et leur propre réminiscence aussi. J'aime beaucoup ce mot de réminiscence parce qu'il fait appel aux images qui sont construites par nos vies et par les choses qu'on voit, qu'on rencontre, etc. Et ce qui m'intéresse dans ça, c'est que c'est à la fois un geste de générosité envers le spectateur, Oui. qu'on laisse le vide pour tout le monde de compléter avec son propre imagination, ses expériences, de se projeter. Mais il y a aussi une demande que le spectateur tolère l'insaisissable ou l'insondable. Oui. Que le spectateur se permet de rester devant une image qui est familière, mais qui ne donne pas de garantie et qui ne donne pas un stable ground. C'est une demande généreuse, mais c'est quand même une demande. Ça m'a toujours... ça m'a provoqué en tant que spectatrice moi-même. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand tu montres une œuvre, c'est forcément c'est un jeu que, que le spectateur accepte de jouer ou non. Et en tant qu'artiste, tu es confronté à ça en permanence et que tu acceptes d'office de toute façon. Je sais très bien que certains de mes dessins ou de ce que je fais, certaines personnes, elles sont totalement hermétiques, mais c'est quelque chose qui fait partie du jeu. J'ai même été confronté à des situations où la légèreté de mon travail perturbe énormément. Bien sûr. Ce qui m'a beaucoup surpris parce qu'on ne maîtrise pas tout ce qu'on fait. Et puis là-dedans, quand je fais des choses comme ça aussi, par exemple, il y a une dimension qui est très importante pour moi, c'est que quand je parlais tout à l'heure de l'enfance, c'est peut-être la chance aussi d'être dans un pays comme ça en Algérie, quand tu grandis dans des quartiers populaires, je trouve qu'on rit énormément. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir beaucoup de distance. Et du coup, j'ai gardé un petit peu ça. C'est-à-dire quand je fais des séries de dessins, il y a des moments aussi où je m'amuse. C'est quelque chose que je ne me suis jamais interdite de faire. Il m'arrive d'inclure, vous voyez, dans certains de mes dessins, des éléments totalement incongrus. Parfois, ils n'ont aucune raison valable d'être là. Ils sont là juste parce que ça m'amuse de les dessiner ou parce que j'adore les dessiner. Et puis, il y a des obsessions. Il y a des murs, il y a des escaliers. Des nuages. Des nuages, des échelles. Je sais des pas. Drapeaux aussi. Des drapeaux. Oui. Alors, il y a certaines choses, je sais pourquoi je les fais. Les drapeaux, les pierres, c'est un peu l'idée de la nation, de la terre. Mais ces drapeaux, parfois évidés, les drapeaux sont évidés, leur ombre est pleine. Le travail de l'ombre aussi, le travail sur les ombres, avec les ombres, est très important aussi dans mon travail. C'est-à-dire que si vous regardez ce genre de dessin, ou celui-là peut-être en particulier, les ombres, elles peuvent parfois être très logiques, comme ici. Ça, j'ai vraiment travaillé les ombres de manière vraiment logique. Tout ça est tout à fait plausible, proche de la réalité. Mais ça me permet aussi de structurer le dessin. C'est-à-dire qu'on est artiste, notre travail, c'est d'abord de mettre en scène, de créer des formes et de les mettre en scène. Et moi qui suis dessinateur dans l'âme, il y a toujours cette construction graphique qui est toujours là, c'est-à-dire le moindre espace du dessin est vraiment réfléchi.
une composition comme ça, je peux passer dessus 3 semaines à 1 mois. Je ne fais pas que ça, bien entendu, mais j'ai toujours plein de choses en cours. Et des choses peuvent se résoudre au bout de beaucoup de temps. Et quand je fais des choses comme ça, par exemple, là, c'est une période où ça continue toujours, je dessine pas mal de murs. Et le mur, ça m'intéresse qu'il devienne aussi comme un motif et comme un objet à dessiner, c'est-à-dire que ça devient une forme graphique aussi. Et le mur ici, par exemple, il est totalement évidé. Et je trouve aussi que les objets existent parce qu'ils les entourent. Et les ombres viennent appuyer et souligner ça. Donc je joue de ça. Et parfois, les ombres aussi, elles peuvent être totalement contradictoires. C'est-à-dire, c'est à la fois de temps en temps pour souligner que c'est une mise en scène et de vraiment le rendre visible. Et des fois, c'est purement pour des questions pratiques dans le dessin. Et ça, on en avait parlé par rapport à l'architecture à Alger. Totalement. En particulier, qu'on est dans un contexte urbain où il y a certains immeubles ou certaines structures qui sont des bâtiments idées, qui concrétisent des idéologies de nations, de colonisateurs, de tout ce que vous voulez. Et en même temps, dans le même espace, il y a des bâtiments qui sont là sans annoncer leur fonction ou leur raison d'être, qui sont improvisés par les gens, par des organisations. Et donc il y a un croisement de choses très très symboliques et visiblement identifiables comme des structures idéologiques, et des choses beaucoup plus absurdes, beaucoup plus insaisissables en tant que leur fonction de bâtiment. Et on retrouve les mêmes croisements de formes et d'architecture dans tes dessins qui sont à la fois très reconnaissables comme des gestes de pouvoir et aussi des gestes qui sembleraient être des gestes de pouvoir jusqu'au point qu'on les regarde de plus près et on réalise qu'ils n'ont pas vraiment une fonction ou leur fonction est opaque. Et j'étais émerveillée de voir quelque chose que je reconnaissais de la ville, au niveau du bâti, exprimé très simplement avec quelques murs dans l'univers graphique de tes dessins. Peut-être tu veux développer un peu ta relation avec l'architecture. Je sais que oui, l'architecture. Je saisis un morceau seulement. Oui, l'architecture, je m'y étais intéressé pour plusieurs raisons. En fait, dans tout ce que je fais, il y a jamais de démarche, dogmatique ou de me dire c'est ça. C'est souvent plusieurs choses qui s'additionnent. C'est-à-dire que l'architecture, je suis arrivé dessus par une fascination de dessin d'architecte. J'ai vu, alors c'est très difficile à dire, c'est Mies van der Rohe. Vous imaginez comment ça se prononce à l'allemand. On a un néerlandais parmi nous. We have a Dutch person who might be able to pronounce Mies van der Rohe. Mies van der Rohe. There we go. Voilà. Merci. Ouais, finalement, c'est presque proche de la prononciation algérienne. J'étais presque. Ou les Daouma. Bref. Oui, en fait, ce qui me fascinait chez les dessins d'architectes, c'est qu'on a vraiment une conception de l'espace très incarnée. Ça m'a fasciné, c'est-à-dire que toutes ces lignes de fuite qui situent des choses, qui situent une idée de l'architecture, c'est-à-dire que... Et j'étais fasciné aussi comment on passe des dessins d'architectes à leur réalisation et du récit qui s'opère dans l'architecture. Je lis beaucoup les travaux d'un chercheur français sur l'image qui s'appelle André Günther. Et en fait, il a fait une restitution d'un séminaire sur l'architecture. En fait, en France, il y a une espèce de controverse, une discussion, un débat sur l'utilisation des images 3D en architecture. Certains disaient non, si on fait ça, on est en train de mentir, on embellit les choses. Et certains étaient pour et d'autres contre, et donc ils ont discuté de la question. Et c'était fascinant en fait, parce que certains, ceux qui étaient pour l'image par exemple, ils disaient non, on n'est pas en train de mentir, c'est juste pour rendre la chose un peu plus tangible pour les gens, etc. Et puis les défenseurs de l'image, de la maquette blanche, ils disaient non, non, nous aussi, on préfère ça parce qu'on ne ment pas aux gens. Et dans les deux cas,
je crois que c'est plutôt ceux qui défendaient l'utilisation de l'image. Ils disaient regardez le projet en 3D, regardez la réalité. Et le chercheur en image, il a dit mais sauf qu'ils oublient qu'une image reste une construction. C'est-à-dire même la photographie du bâtiment est elle-même une construction. Et donc on tombe dans le récit. Donc il disait est-ce qu'on peut mentir par l'architecture? Et ça c'est fascinant, comment l'architecture peut être productrice de récits. Et ces questions-là m'intéressent. Il y a aussi, comme tu disais, l'architecture comme forme de pouvoir. Je reviens encore aussi à des questions purement pratiques de dessinateur, parce qu'un objet architectural permet de structurer un dessin. Il y a des choses qui n'étaient pas prévues, mais ça m'est arrivé de dessiner, de rajouter un lampadaire, parce que le format de papier que j'avais utilisé, on montait un petit peu plus. Je prenais un format 4/3, par exemple, que j'aime beaucoup, et de temps en temps, je me dis, tiens, la manière dont le dessin occupe l'espace, il manque un truc. Je rajoute un lampadaire qui n'a aucune importance dans le dessin, que personne ne remarque, mais il structure le dessin. Donc toutes ces choses-là doivent cohabiter en même temps. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment profondément dessinateur. Je n'oublie, peu importe ce que je fais, la construction, le bidouillage, les collages, les machins sont toujours là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, et tu as dit quelque chose de très intéressant. L'idée, est-ce que l'architecture peut mentir? Ou l'image de l'architecture peut mentir? Ou quelle est la fiabilité d'un projet, d'une reconstitution d'un projet d'architecture? Et il me semble que cette question, elle est au sein de le projet qu'on a présenté à Rhizome, où justement on se retrouve entre des couches d'images dans l'espace. Il y a la lumière du projecteur, il y a les diapositives qui sont ce sont des archives, ce sont des images qui ont été prises pendant les années 70. Après, on a l'écran où ces images-là se retrouvent. On a le téléphone portable qui est lumineux et qui prend l'image, qui l'absorbe depuis l'écran et qui le renvoie magiquement derrière un mur sur un autre écran. Donc il y a toutes ces couches de possibles mensonges d'architecture qui se déplient dans l'espace comme ça. Comment est-ce que tu es arrivé à quelque chose, un dispositif qui est quand même pas... tu vas peut-être me dire que c'est un dessin, mais pour les gens qui ne sont pas dessinateurs, ça n'a pas l'air d'un dessin, ça a l'air d'une installation avec des écrans et des choses comme ça. Ouais. Comment est-ce que tu es arrivé à ce genre de dépliement dans l'espace? En fait, montrer ça ici, ça a été un vrai dilemme parce que la pièce centrale s'est dénouée que les dernières semaines. Je suis un peu lent à la détente, j'ai besoin de beaucoup de choses, de faire autre chose pendant longtemps avant de revenir aux choses. En fait, non, la question, ce qui s'est posé, c'est qu'on a récupéré ces photographies faites par Jafar Lasbot à l'époque que personne n'a vues. Et donc je me dis, il faut que ces images soient vues en Algérie, ne serait-ce qu'ici, dans le cadre de l'exposition. Et donc ça a été un dilemme pour moi, parce que moi, quand je travaille ce genre de sujet, je n'utilise jamais d'archives, il faut que je dessine. Et là, j'étais confronté à un truc un peu particulier. Donc j'ai pris le parti pris d'accepter cette contrainte-là, qui n'est pas une, mais plus... j'essaie de le penser comme un premier geste un peu généreux pour l'exposition et puis les gens qui viennent voir. Et après, j'étais revenu à nos nombreuses et très longues discussions autour de cette question de la mémoire, etc., et de la rumeur, et de l'insaisissable, en fait. Le dispositif, il joue sur quelque chose de très simple, en fait. Vous avez ces images qui proviennent avec ce projecteur diapositive qui renvoie à une époque... on pense aux années 80, 70, etc. On a ces images qui viennent de cette époque-là, c'est vraiment les clichés originaux. Sur la table, il se passe des choses, il y a un objet, il y a une lampe, mais on capture qu'une portion de ce qui se passe sur la table. C'est-à-dire, je reviens à la question de l'image et du hors-champ que j'occulte. Oui. C'est-à-dire que vous avez une double expérience de l'installation quand vous tournez autour et quand vous êtes isolé par l'écran qui ne vous montre qu'une partie. Mais sauf que ce dispositif qui filme, il n'enregistre pas. On éteint, il ne reste plus rien de cette portion de l'installation que j'ai restituée. Et donc, c'était pour moi une première métaphore, une première tentative de cette approche du projet,
de saisir cet insaisissable, cette histoire qui est là, mais dont on ne tient pas tous les aspects et tous les aspects tangibles, surtout parce qu'ils sont là, tous les restes du socialisme algérien de cette époque-là, elles sont là sans être là. Et j'ai préféré rajouter deux choses. Donc il y a 2 ans, il y a un entretien avec Fatma Ousdir qui est là, et avec des amis, dont Walid Aïdoud qui est là, Sofiane Zougal et Saadia Gassam. Donc je voulais deux choses, c'est-à-dire à la fois une parole de quelqu'un, d'une sociologue qui a travaillé sur la question avec un éclairage où nous, on n'a pas la compétence d'aller chercher ces choses-là. Non. Et j'ai rajouté une discussion informelle avec des amis où il y a un peu d'humour, on se moque un peu de nous-mêmes, on se rappelle de choses, de Soqol Fellah, des choses comme ça, la chaîne, et des trucs comme ça. Et ce qu'il en restait aussi, ce qui m'a touché dans la conversation, c'est cette autodérision aussi qu'on avait nous-mêmes sur la chose. C'est-à-dire que voilà, cette histoire, elle est là, mais sans être là. Et puis, la conversation avec les amis, c'est en parlant avec Walid Aïdoud, qui est là aussi, qui a pointé une chose qui pour moi est très importante. Il disait que notre génération, on est à cheval entre deux choses, c'est-à-dire on a connu la fin du socialisme et le début du système actuel. Si quelqu'un arrive à le nommer, je suis preneur. Et donc on est entre deux choses. Et ce basculement-là est passionnant. Donc, mais en même temps, c'est quelque chose d'insaisissable parce que ça joue beaucoup sur des réminiscences, sur des restes de langage, sur des habitudes, sur des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, etc. Donc voilà, et en même temps, on a un parti pris aussi, c'est-à-dire que quand je disais, moi, j'aime pas utiliser d'archives, j'aime pas dire aux gens quoi penser des œuvres, etc., c'est que moi, je suis artiste et je veux le rester, c'est-à-dire je tiens à cette position. Moi, mon travail, c'est pas aller chercher des dates, c'est pas de dire ça s'est passé comme ça. Je vous dis peut-être que ça s'est passé comme ça. C'est plus intéressant pour moi. Parce que dans ce peut-être, l'individu, la rumeur, comment dire, les projections qu'on fait peuvent exister. Et puis, ce qui nous intéresse aussi dans ce long processus qu'on vient de commencer, c'est d'essayer de trouver une traduction formelle à cette chose-là. Et sur la question de la traduction, je vais traduire très, très rapidement ce qu'on vient de dire. J'ai oublié nos amis anglophones. Okay, so we have moved through many different phases, but I will give a very short summary of how the conversation has developed. We started with media archives. We went into a discussion of how Massinisa's work is often taking images and bodies out of newspapers and placing them in absurd situations in his more formal and precise drawings, and then juxtaposing them to architectural elements that are symbols of power at times, but are also absurd. They do not betray their function. They do not give a clear indication of what they will do in terms of support or shelter. And from that interest in juxtaposing things that belong together or are familiar, and yet there is no clear indication of how they are organized, he issues a challenge to the viewer that is both generous and very demanding. There is the possibility for the viewer to enter into the viewing experience and participate in the drawing by completing the void, but there is also a demand that the viewer tolerate a certain kind of instability or unknowability that is, I think, fundamental to an experience of the city, this city and this place. And from there, we began to talk about the exhibition that you have all seen to some degree and tried to figure out how this logic is applied in an installation form, and one that includes archival images. Très, 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 très court résumé. Deux choses qui sont très complexes. La question que je t'ai posée, tu as répondu tout autour, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est les vides entre les moments d'éclairage, entre les moments et on le voit très bien dans cette image. On voit le projecteur qui est productrice d'une certaine luminosité, qui nous promet de nous éclaircir une période qu'on a oubliée, et qui nous donne une image, mais une image qui est
en mobilité, elle change sans nous donner le fil d'une histoire et qui est tout de suite recaptée par le téléphone portable, on a tous un téléphone portable. Et on sait très bien la relation qu'on peut avoir avec cette chose qui nous ment et qui nous donne des informations et qui nous montre l'intimité de nos proches qui sont loin et toutes sortes de choses. Et puis après, qui le retransmet, mais sans l'enregistrer à un écran plus loin. Et c'est cette idée d'une reconstruction ou d'une mise en abîme de l'histoire même. Oui. Comment est-ce que tu es arrivé à ça? En fait, je reviens encore à l'atelier. Ah ouais, d'accord. Non, mais vraiment, parce que vous travaillez avec des choses, vous travaillez avec un papier, une caméra. La caméra peut faire des choses. Oui, ok. Donc vous adaptez à ces choses. Moi, j'ai disposé sur la table, j'avais une intuition, j'ai fait un croquis, j'ai commencé à disposer, j'ai OK, un projecteur projette à sa distance. Donc il faut un écran là. Pour le capter, il faut un autre écran là. Et après, dans ces distances, je vois si je peux intervenir ou pas. C'est-à-dire que dans tout mon travail aussi, j'ai toujours fait en sorte de travailler avec des choses facilement trouvables, que je puisse travailler tout le temps, que ce ne soit pas cher à produire. En fait, c'est aussi une forme d'autonomie. Bon, après ça, c'est un positionnement par rapport au monde de l'art en général. C'est aussi pour avoir une espèce de liberté dans ce que je fais. Je ne veux pas dépendre de personne. Et en faisant ça, vous ne produisez rien, vous êtes libre de faire ce que vous voulez tout le temps. C'est un petit combat à installer ça, c'est pas toujours facile, mais on y arrive. Et là-dedans, moi, par exemple, quand je prends des matériaux, je fais un autre détour encore, je prends un papier calque. Un papier calque, c'est fascinant, c'est-à-dire que si je le froisse, l'opacité change, si je le plaque, l'opacité change. Et c'est la nature même du matériau, donc je fais avec ce qu'il me propose. Et cette installation, elle a commencé comme ça. Et c'est en faisant que... parce que je pense qu'il ne faut pas croire que souvent on sait à l'avance ce qu'on est en train de faire. On travaille, on a tellement discuté aussi, on a le nez dedans depuis tellement longtemps. Et à un moment donné, j'en pouvais plus de lire, d'entendre, etc. J'ai oublié tout ça et j'ai juste travaillé. Et comme disait un ami, il me disait, tu laisses le destin travailler. Et c'est ce qui s'est passé. Tu fais des trucs, tu vois ce qui se passe. Sachant que pour moi, ça, c'est quelque chose qui est sans doute amené à évoluer. Après, il y a des gestes précis qui m'intéressaient, c'est-à-dire que je reviens à la question de l'individu aussi, c'est-à-dire que ce que vous voyez ici, là, pour ceux et celles qui ont fait attention, quand vous regardez sur le côté, c'est le seul moment où l'individu apparaît et qui est éclairé par cette lampe d'architecte. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de sens? Je ne suis pas encore sûr, mais mon intuition m'a dit de faire ça pour l'instant. Et dans la restitution sur l'écran et sur le téléphone, cette partie-là, on ne la voit pas du tout. Mais ce qui arrive de cette partie-là, c'est la lumière qui vient gêner. Et puis il y a ce deuxième petit geste, c'est cette petite forme architecturale qui reprend un petit peu les architectures du Mille Villages, qui est éclairée différemment selon la température de la couleur de l'image, selon si elle est plus bleue, si elle est plus rouge, etc. Donc elle éclaire l'objet et elle le révèle de manière différente. Et elle projette des ombres différentes parce que l'ombre, elle bouge, et là aussi, c'était aussi une dimension esthétique que je recherchais, à la fois qui s'inscrit dans mon travail, et à la fois pour mettre cette idée, comme tu disais, de mise en abîme d'une image qui arrive via un premier filtre, qui passe par un deuxième filtre, mais ce deuxième filtre, il filme un objet supplémentaire en occultant un autre, et qui renvoie vers un autre objet qui a une autre connotation aussi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, cette fois-ci, je pense que ça a répondu. C'est peut-être Moi, j'ai plein d'autres questions sur la structure de l'histoire et l'histoire des Mille Villages, mais c'est vrai que, comme Massinissa le dit, moi, je suis légèrement historienne de l'art et Massinissa, c'est un artiste et on n'est ni l'un ni l'autre historien ni sociologue, donc on a bien profité des experts qui sont parmi nous
pour leur poser des questions et leur demander de développer cette histoire des 1000 villages. Donc, pour des questions historiques, je laisse la place et la voix à ceux qui ont vraiment fait ce travail de terrain, dont Fatma Osdik, qui est présente dans l'installation sur la bande-son, et Walid et Soufiane et Sadi, qui ont vécu cette histoire ici. Donc, je vais pas te poser des questions sur l'histoire des 1000 villages. On va laisser ça au public. Mais peut-être la seule question qui me reste, c'est la relation que tu vois entre, et la confrontation peut-être qu'on perçoit dans l'installation, entre le projet qui date de 2015 et le projet qui date de 2023. Quel est l'écart que tu dessines entre ces deux moments de curiosité? Ouais, je ne sais pas comment répondre à ça, parce qu'en fait, la chronologie de la chose aussi, elle est parce que moi j'ai fait ce projet parce qu'il a été montré à Venise, donc un écho énorme, etc., avec des choses qui m'ont un peu dépassé. Pendant un moment, donc le projet a un peu circulé, il a été documenté, enfin, dans la presse, etc., etc. Et j'ai même été sollicité par des chercheurs qui me demandaient des questions sur ça. Je dis, moi, je sais dessiner. Posez-moi des questions pour comment structurer votre dessin. Je suis là. Mais pour vous décortiquer ça, non, je ne sais pas. Je dis, moi, je suis en train de me dépatouiller là-dedans. Je cherche des choses. Mais je leur dis, voilà, j'ai récolté tel et tel archive. J'ai l'autorisation de diffuser. Voici le lien. Prenez ce que vous voulez. Donc, j'ai fait ce truc-là. Après, je suis passé à totalement autre chose. Ça m'est sorti de la tête parce que mon travail n'est pas lié à l'Algérie en particulier. Moi, quand on pose la question, je dis, je dessine. Voilà, et la porte ouverte. Mais je consacre de temps en temps un temps long à un projet où il y a une dimension historique. Là, les premiers que j'ai faits ont été par rapport à l'Algérie. Les prochains, par exemple, le prochain va normalement, ça va être en Slovénie et en Serbie, et peut-être ailleurs. Mais ça commence par mon père. Il ne le sait pas encore, mais ça va venir. Voilà, et dans ce travail de dessin, parce que je suis vraiment passionné par les questions formelles du dessin et comment penser le dessin dans toute sa dimension, il y a une partie que j'appelle le dessin comme forme documentaire. Et ça, de temps en temps, je consacre un temps long. C'est-à-dire, je considère que le dessin est la première forme documentaire. Et quand je dis forme documentaire, c'est-à-dire que, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, où le dilemme qui se posait pour moi à utiliser des images, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai consacré tout un projet d'1 an et demi, où j'ai découvert par hasard que l'anarchiste Louise Michel est venue en Algérie en 1904. Et elle a fait des conférences à Alger, à Tizi, à Blida, à Constantine, et je dis, qu'est-ce que fout Louise Michel en Algérie? C'est quoi ce truc? Et en fait, je découvre que les communards en 1871 ont été déportés en Nouvelle-Calédonie, la révolte des Mokrani en Algérie déportés en Nouvelle-Calédonie. Ils arrivent en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks eux-mêmes déportés sur l'île de Pin, sur leur propre territoire. Les Kanaks qui se retrouvent à être employés par l'armée française à surveiller ces bagnards qui viennent de loin. Donc les Kanaks se révoltent. Les quelques Algériens et quelques communards ont pris part à la répression des Kanaks. C'est une histoire pas possible. Donc j'ai passé 1 an et demi dessus. Et là-dedans, sur ce projet-là, par exemple, il n'y avait quasiment aucune archive dans le projet. Tout le projet, pendant 1 an et demi, j'ai travaillé, par exemple, il y a la question de l'autorité, comment je représente la question de l'autorité par le dessin. J'ai utilisé des instruments de mesure qui tiennent des dessins. C'est devenu des choses qui se brisent, qui se froissent, des choses qui révèlent, qui cachent des choses, etc. Donc c'est vraiment un travail sur l'esthétique et la forme. J'ai perdu le fil, mais je viens de me rappeler. Et donc, un jour, elle m'appelle, elle me dit, voilà, j'aimerais que tu continues ce projet. Oui. Et je dis, j'ai presque fait comme Jafar Losbot, elle est sérieuse. Et elle était. Très sérieuse, et toujours. Donc, on en a reparlé, et puis c'est reparti. Mais ça a mis du temps, parce que vous mettez du temps sur un projet, après vous passez à autre chose.
vous oubliez un petit peu, il m'a fallu replonger dessus, etc. Et le lien que je fais entre les deux, en fait, c'est vraiment la structure de l'image, en fait. Et vraiment la restitution de l'image. Et ce que l'image peut dire d'ailleurs, c'est pour ça que, est-ce qu'on a une image? J'espère que si, dans le projet. Ouais. Peut-être pas ça. Enfin, c'est ce que vous voyez ici, si vous vous rappelez. C'est un papier calque qui cache une image du village socialiste de Marmora, qu'on a photographié en avril dernier. Mais cette image, vous voyez juste une ligne d'horizon, vous devinez un peu la terre, le ciel. La pub est arrivée un peu trop vite. Mais non, donc vous voyez la terre, le ciel, et il y a une légende d'image. Mais sauf que cette légende, c'est une phrase de Sénac. Et donc, c'est une façon pour moi aussi de reprendre ce récit, d'en faire ma propre... Sénac est très important dans mon travail. En ce moment, il revient très souvent. Donc, je ne m'interdis pas aussi ce genre de choses. Et cette structure-là, dans ce dessin-là, pour moi, c'était un renvoi aussi à la structure centrale, mais aussi aux dessins qui sont sur l'étagère. En fait, c'est juste la mise en abîme qui a changé. Sur les dessins, vous avez l'image en un seul plan avec le texte. Là, l'image est volontairement cachée par un procédé formel qui est visible au spectateur. Ce qui m'a intéressé, ça c'est la dernière chose que je vais dire avant qu'on ouvre, hein. Ce qui m'a intéressé, par exemple, dans la restitution finale du projet de 2023, et juste en face, il y a les dessins préparatoires du projet de 2015. Et dans les deux projets, on a des images qui sont en cours de disparition. Que ça c'est une transmission sans enregistrement. Et de l'autre côté, il y a un enregistrement sans transmission. Oui, c'est ça. C'est depuis tous ces détours d'archives, de recherche, de conversation, de travail de terrain, on est revenu à une confrontation entre ces deux termes. Comment tolérer la présence d'une histoire en images qui sont en fuite du spectateur de façon différente. Oui, parce que les premières sont des images qui proviennent des années 70, donc il y avait des procédés techniques différents de maintenant. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce qui m'a fasciné, c'est que pour voir ce qui se passe dans ces images, vous êtes obligé de lire la légende. Oui. Et la légende peut dire n'importe quoi, donc vous supposez que cette image dit ce que dit le texte. Et donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé aussi de prolonger dans la nouvelle installation avec un procédé qui est plus dans l'espace et parce que j'avais réfléchi, on a beaucoup parlé aussi sur cette idée de pouvoir faire le tour de quelque chose. Oui. Et de se retrouver dans le même endroit. Oui, c'est ça, et de marcher aussi. Voilà. Donc j'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais je suis sûre qu'il y a des questions. Donc on va ouvrir légèrement pour que les gens puissent poser leurs questions à eux. Moi j'ai l'habitude des Suédois qui ne parlent jamais en salle de conférence, donc je suis très patiente. Ouais. Alors moi j'ai une question par rapport à ton approche. Il y a des architectes en fait qui questionnent un peu cette notion de territoire, de la représentation du territoire. Et c'est un architecte qui s'appelle Borges, et en fait il questionne le territoire. Donc le territoire pour lui en fait c'est une cartographie à l'échelle d'un seul. Et après la représentation de ce territoire-là, qui est une carte à différentes échelles. Et donc du coup, il y a un peu une déformation de réel. Oui. Et après, donc ma question en fait, est-ce que quand vous dites projection, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette notion de transformation de la réalité et aussi de transposition en fait,
du réel à travers le médium artistique, surtout que ça part d'une réalité, c'est-à-dire des archives qui ont déjà existé dans le réel. Comment on peut justement projeter ce réel-là à travers un imaginaire, au premier degré donc qui est le tien, après à travers l'imaginaire du spectateur aussi, qui est aussi une autre marge de liberté en fait qui permet des lectures d'une réalité qui a été complètement modifiée. En fait, C'est une très bonne question. Oui, c'est marrant que vous parliez de ça parce que ce mot de projection, il est revenu à plusieurs niveaux. Et dès le début et dès 2015, quand j'ai commencé à travailler dessus, d'abord seul et ensuite ensemble, ce mot c'est-à-dire que c'était un projet qui a été projeté sur les gens. Fatma Ousdir développe un petit peu là, si vous écoutez dans l'exposition. Ja'far Lasbot m'en a parlé. Moi-même, on a fait le constat, c'est-à-dire que c'est une projection, c'est un projet qui a été projeté sur les gens en imaginant les mettre dans ces villages, etc., avec tout ce que ça sous-entend. Et cette projection, elle s'est confrontée à un réel qui a résisté et qui a fait que quelque chose n'a pas tenu à éclater. Et l'installation, merci de le dire, parce que c'était aussi l'une des intentions de l'installation, c'est pour ça que j'ai mis juste à côté, si vous vous rappelez, il y a un papier calque où c'est plusieurs projections de paysages ruraux, de la campagne algérienne, que j'ai pris de livres je crois que c'est des livres de propagande de l'époque des années 70. Et à l'intérieur, j'ai laissé un vide, c'est-à-dire une image manquante, c'est-à-dire une portion de l'image manque, une réserve dans l'image. Ah oui, on l'a ici, parfait. Il y a une réserve dans l'image, et cette réserve de l'image, c'est exactement la taille des diapositives, et qui renvoie aussi à l'installation qui est à côté. Et c'est-à-dire que vous avez un paysage, mais vous avez le bâti ou autre chose, ou une mémoire, ou quelque chose qui est projeté sur ces territoires-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais ça en fait penser à ça. Et une autre dimension de la question, c'est que les 1000 villages, comme un projet d'architecture, même au début, c'était déjà une projection de comment imaginer les besoins des gens qui allaient y être rehoused, relogés. Il y avait déjà une dimension fantasmatique dans l'idée des 1000 villages. Donc c'est comme si la logique de la reproduction photographique ou bien la reproduction par le dessin, ça reprend quelque chose qui était déjà au sein du projet au début, qui était une sorte d'imagination dessinée pour les autres sur le territoire actuel, qui était, on va dire, le réel. La terre, c'est le réel. Mais les villages eux-mêmes, ils avaient toujours cette qualité de ne pas être complètement réels, de rester un peu plus que normal dans le registre du fantasme. C'est Italo Calvino, les villes invisibles. C'est voilà. Exactement ça. Parce que c'est la projection, c'est l'imagination. Le terme projection, il est très juste, tel que vous l'avez utilisé. Et c'est vrai qu'il y a une représentation du monde paysan. Et on parle aux paysans depuis un monde paysan qui est représenté et qui n'est pas le monde auquel cette représentation va se confronter. Oui. Et là, je trouve que celui qui en parle le mieux, c'est Italo Calvino dans Les villes invisibles. Je suis d'accord. Oui, et puis il y a aussi, je repense à une phrase de Ja'far Lasbot dans son livre, où il parlait de... Parce que les villages aussi venaient dans un contexte, on venait d'être libre, etc., le socialisme algérien, etc. Et parfois, il disait, certains villages ont été installés à des endroits près de l'autoroute pour qu'ils soient visibles. Il me disait, en fait, donc, de fait, ils sont déplacés de leur fonction et il a utilisé cette expression que je trouve fascinante. Il disait, elles sont devenues des stèles posthumes pour les martyrs de la Révolution. Et donc, il y a une dimension symbolique aussi. Moi, c'est ce qui me fascinait aussi, c'est-à-dire que, et honnêtement, moi, ce projet, j'ai travaillé dessus aussi, c'est que, comme je vous disais,
C'est-à-dire que moi, quand je travaille sur ces questions-là, il y a aussi une dimension un peu, comment dire, personnelle. C'est lié aussi à la manière, moi je suis très frustré de l'enseignement de l'histoire. J'ai l'impression de n'avoir rien retenu. C'est-à-dire que, par exemple, la guerre d'Algérie, c'était que dans la glorification, etc. C'est pas qu'on rejette ça, quoi que ce soit, mais c'est qu'à un moment donné, vous retenez plus rien. Tout ça ne devient pas tangible. Et j'avais besoin, et c'est pour ça que je parlais de littérature, c'était la littérature qui m'a rendu ça réel. Parce qu'on s'attarde à l'individu, aux personnes, quelqu'un qui pourrait ressembler à votre mère, votre frère, votre grand-père, votre voisin, etc. Donc vous avez une approche beaucoup plus... et des projets comme ça, l'art en général, permet d'appréhender ces choses-là. En tout cas, moi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses de l'histoire algérienne via les œuvres d'art, plus que par des récits. D'ailleurs, je lis très peu de livres d'histoire. Je préfère plutôt lire des fictions, ouais, ou des choses comme ça, de l'ordre de la sociologie ou des choses comme ça. Ouais. Autre question avant qu'on ferme la discussion. J'ai pas une question, mais une inquiétude. Une idée qui me traverse la tête. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de la question. Tout ce que vous avez dit là montre en quelque sorte un passage d'une forme d'art à une autre forme d'art. Et donc, on n'est plus à la peinture qui représente de façon concrète, de façon reconnaissable des choses, mais qui les suggère à partir d'une vision qui reste très personnelle. Mais en même temps, c'est la même prédisposition. Et que l'on soit dans la peinture figurative ou que l'on soit dans ces représentations beaucoup plus abstraites, le problème c'est de partir du réel et de s'en éloigner. Et je crois qu'on se fait des illusions sur la peinture figurative parce qu'elle ne figure pas le réel. Elle s'en inspire mais s'en éloigne aussi. Et les peintres, ils sont davantage préoccupés par les rapports de lumière que par la fidélité à l'objet représenté. Voilà. Donc on est à la fois dans une continuité et dans une rupture. Et moi ce qui m'intéresse dans cette aventure des villages, c'est que précisément ça s'ancre sur une aventure populaire. C'est la prochaine étape qui est en préparation. Non, en fait, non, mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que vous pointez une discussion encore qui a animé nos... Parce qu'en fait, j'étais très frustré pour l'exposition ici, c'est qu'on a été à Mamoura, on a vu la fresque, etc. On est allé un peu à l'aventure. Et en fait, les gens étaient prêts à nous accueillir. Il y avait même un vieux monsieur qui était prêt à nous accueillir chez lui, ce qui est quand même assez rare dans zone rurale algérienne. Je ne sais pas, en plus Mamoura, c'est vraiment au milieu de nulle part. Je crois que c'était le deuxième village socialiste et qui est presque dans... On reconnaît clairement. Mais sauf que c'est trop compliqué ici, il faut des autorisations, il y a la gendarmerie qui vous dit il ne faut pas, etc. Bon, on a des problèmes ou quoi que ce soit, mais ça vous coupe ce truc un peu spontané. Et en fait, on a quand même pu prendre quelques images, etc. Il y a une question aussi qui s'est posée, c'est-à-dire que moi j'ai pris des images, on a fait des trucs un peu en douce, etc. Mais il y avait une question aussi de l'ordre de l'honnêteté intellectuelle aussi, de l'éthique aussi, c'est-à-dire que je ne vais pas diffuser des choses sans l'autorisation des gens. On l'a fait parce qu'on avait besoin de quelque chose, nous aussi, de concret, pour comprendre qu'on ait une trace, mais qu'on ne diffuse pas. Il n'y a que nous, au comité restreint, qui la voyons. Mais la suite, en fait, on est d'ailleurs pour l'exposition. Moi, j'avais peur aussi qu'on s'éloigne beaucoup et j'étais vraiment frustré qu'on n'ait pas pu ramener quelque chose de concret de Mamoura et de le faire ici. En fait, pour tout vous dire, mon souhait quand on y a été en mars, c'est de consacrer un projet entier autour de Mamoura. Et ça, c'est pas fait. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire que nous, c'est notre métier aussi de s'adapter, mais on ne désespère pas, on espère, on est en train de travailler dessus pour trouver aussi des financements, etc., pour y aller et parler longuement avec les gens. Parce qu'aussi, en arrivant là-bas, il y a des choses fascinantes. Moi, j'adore ça. Par exemple, on arrive,
Je vous raconte ça entre parenthèses parce que c'est très drôle. On arrive, on discute avec quelqu'un, il nous dit « Ah, mais on a le film, la bande de film, le 16 mm quand Boumedienne est venu inaugurer. Venez, il est à l'ancien cinéma dans le débarras. Il dit, il faut qu'on aille voir. » On court voir le truc. Nous, on était avec Khaled Boussaoui. Tout de suite, il se jette sur la bande, il la met à la fenêtre. En fait, c'est un film noir. On voit un gars gominé avec un verre de whisky sur un... En fait, c'était un film Italien. italien ou cinéma français des années 50, quelque chose comme ça. Pour eux, c'était une trace. Oui, mais ils Oui. étaient persuadés qu'ils ont filmé Oui. quand Boumedienne était inauguré. Et en disant ça aussi, parce qu'en parlant aussi avec les gens, il y a des choses très... par exemple, on en avait parlé avec vous, le fait que les paysans n'étaient pas tributaires, n'étaient qu'à tributaires et pas propriétaires. Et très vite, moi j'ai pu parler avec quelques vieux monsieur qui étaient vraiment les attributaires, et ils sont très âgés, mais ils se rappellent de tout. Quelqu'un nous disait, voilà, moi j'ai reçu telle date, tel jour, vraiment précisément, etc. Et j'ai senti comme une volonté de se plaindre de quelque chose. Et quelqu'un leur a dit « Ah, Jawi Soborokum » et tout ça, à ce qu'ils ont pensé qu'on était à la télé. Donc on a senti une volonté de en quelque sorte, de dire quelque chose. Moi, j'étais un peu dépassé par la situation parce que j'étais là plus pour les écouter, etc. Bon, malheureusement, cet élan-là a été cassé par la complexité de la chose. Mais le rapport à l'image ici est très compliqué. C'est-à-dire que le seul moment où... À l'enregistrement même Ouais, pas ouais. l'image, mais Ouais, c'est-à-dire que le seul de moment faire une où- trace d'une histoire populaire, c'est pas facile. J'étais en train de me dire peut-être où le seul moment où les Algériens ont produit leurs propres images en masse, c'était pendant le Hirak en fait. Et ça, c'est des questions fascinantes aussi. C'est-à-dire qu'on travaille sur des choses comme ça, mais il y a toujours plein de choses en filigrane. Et comme je dis, c'est une première étape, on espère. De toute manière, on a mis le nez dans quelque chose qui va nous poursuivre des années. On ne va pas s'échapper très facilement. Voilà. Autre Une autre question, question sinon on ferme la discussion et on continue de façon plus aléatoire. Moi, je voudrais dire un ressenti. J'en parlais 2 secondes. J'avais pas vu le résultat de votre travail. Je l'ai regardé dans la galerie, là, maintenant je suis passée à la galerie. Puis je suis venue là et j'ai eu un sentiment d'angoisse. J'étais très stressée par tous ces blancs qu'il y a sur vos dessins. Et j'essayais de comprendre pourquoi j'étais angoissée, alors que vous en parlez sur un mode un peu, comment dirais-je, maîtrisé, quoi. Il n'y a pas le vide sidéral du stress. Et je regardais et j'essayais de réfléchir. Et au fond, avec la question de la trace et de la représentation, ce qui m'est apparu pour moi, qui était jeune sociologue en 78, comme nous avions fait cette grande enquête dans les campagnes algériennes à laquelle j'avais participé longuement auprès des attributaires de la Révolution agraire, c'est la disparition. La disparition de cette paysannerie. Oui. C'était ça mon stress. C'est que, en fait, vous étiez là, vous témoignez d'un temps révolu, quoi, où la paysannerie. Bon, parce qu'au fond, la question, quand on est parti en enquête, c'est qu'est-ce que la paysannerie? Et on a étudié ce processus, je pense qu'on en parlera plus lundi, puisque je fais le talk avec Malacombe. Monteur professionnel. Voilà, on est monteur professionnel, donc on en parlera plus de ce processus. Mais vos images, elles portent la trace de cette disparition. Elles sont principe du 87 bis, ça continue. Pour moi. Est-ce que je peux poursuivre dans cette idée? Ah oui, Parce avec que plaisir. ce n'est pas pour toi. Et ce n'est pas générationnel. Je pense que ça a été un problème crucial au moment de la construction de ces villages. Et il y avait un certain nombre assez important de paysans qui y étaient opposés. Et qui n'ont pas rejoint les maisons. Et qui ont considéré que c'était un processus d'urbanisation et qu'on ne tenait pas compte de leur mode de vie. Voilà. Et
de cette fresque dans ce lieu-là. Et en même temps, toute la société était dans une sorte de tension vers une idée de progrès, vers une idée de projection. Voilà, une projection, bien sûr. Une histoire d'idéal, disons, pour la défi. Et en même temps, donc, il fallait apporter l'art aux paysans, mais le fait, cette attitude, cette attitude pas protectrice, le mot Paternaliste. paternaliste, c'est le genre exactement. Et inconsciente. Plus ou moins inconsciente, parce qu'il y avait de l'utopie dedans. Oui, parce que les intellectuels, les artistes à ce moment-là, avaient vraiment le sentiment de faire évoluer la société et donc d'apporter sur un plateau un savoir déjà là. Et en même temps, bon, je parle d'un artiste parce que je connais ses Je le connais. On peut déjà tout à fait. Mais parce que lui-même était originaire du petit peuple, du sous-Loupen prolétariat. Et donc, cette attitude, il y avait une sorte d'ambiguïté, de duplicité même, qui le dérangeait fondamentalement. Alors en même temps, c'était le désir, comme toute la catégorie des intellos, de faire monter le peuple en quelque sorte. Et puis, il y avait cette interrogation, la résistance du peuple, mais l'interrogation chez les intellos aussi, sur la pertinence de leur démarche. Et même la pertinence, de quel droit je vais imposer ma culture, Ma représentation du monde paysan sur des paysans. Bah, franchement, quand on y était à Mamora, j'étais un peu confronté à ça. Parce que, voilà, plutôt francophone par habitude, en plus je vis en partie en France, etc. Ah oui, pardon, Mamora, Mamora, c'est près de Saïda, donc c'est dans l'ouest algérien, c'est l'un des tout premiers villages socialistes, je crois que c'est le deuxième. C'est le deuxième. Voilà. Avec des cérémonies. Voilà, et qui est un peu emblématique d'ailleurs des 1000 villages. C'est le modèle. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand j'ai été un peu confronté à ça parce que on arrive dans une zone rurale. J'avoue que moi, la seule partie rurale de l'Algérie que je connais, c'est la Kabylie, parce que c'est là où j'ai passé beaucoup de temps. Donc il y a la question... En fait, c'est là où je me rends compte aussi que l'Algérie aussi est un pays continent, entre guillemets, parce que vous arrivez avec... Et ça, il y a un truc aussi, on a parlé, qui m'a un petit peu... Il y avait un jeune qui est venu me voir, il pensait que j'étais européen. Je parlais en arabe au départ, il me dit « mais tu parles très bien arabe ». Je lui dis « quand il a commencé à rire ». Et après, il me disait « tu es d'où ?» Je lui ai dit « je suis kabyle ». Il m'a dit « c'est la première fois que je vois un kabyle ». C'est fascinant comme ça m'a, je sais pas, et puis même les... je sais pas, c'est-à-dire, et là, cette question-là s'est vraiment posée, et j'avoue que c'est un vrai cas de, c'est-à-dire l'approche. Là, ce qu'on va essayer de faire à Mamora, j'y vais un peu, je marche un peu sur des œufs, je suis pas très à l'aise, en plus c'est la première fois de ma vie où je fais ça, moi je suis un artiste de la distance. Non, c'est vrai, parce que mon travail, il est vraiment, j'ai toujours travaillé sur cette question de faire un pas en arrière et d'aborder les choses. Et là, je vais être confronté à quelque chose qui peut être de l'ordre du documentaire ou je sais pas quoi. Et tu te rappelles à quel point ils avaient envie de parler, de se plaindre. Et cette question-là de possession, en fait, ce qui est, on a parlé plusieurs fois aussi, et nous aussi, c'est que la question de la terre, au bout on tourne et ça revient en permanence, en permanence, en permanence. Et pardon, si je peux me permettre, moi je me pose la question de savoir si c'est pas parce que, à l'origine de cette problématique, disons, il y a eu le geste autoritaire de la colonisation
procédés. Bien sûr, c'est Et de les recentrer. Et donc, il y a eu une rupture de la représentation mentale qui était la leur, de leur mode de vie, de leur travail, etc. Et donc, tout ce qui pouvait venir de l'autorité, du pouvoir, de façon générale, était frappé de méfiance, était susceptible. On s'en méfiait parce qu'on décidait pour eux, en dehors d'eux. C'est antérieur à l'époque coloniale, puisque tu connais bien la formule chez nous, t'as le Beylik. C'est C'est vrai, t'as le Beylik. c'est vrai, tu as raison. Beylik, c'est la période Mais ça ottomane. ne touchait pas la paysannerie. Si, aussi, parce qu'il y avait les tribus soumises qui payaient l'impôt et les tribus qui refusaient l'impôt. Donc le rapport au Beylik était au centre aussi de la relation pour la paysannerie. Non, pas le mode de vie. Le mode de vie, c'est les villages de regroupement. C'est ça. C'est ça. C'est des villages de regroupement et ça a été non seulement une décision autoritaire, mais une décision militaire. Donc ça a augmenté le processus autoritariste. Alors moi, mon stress. D'être au centre avec mon stress. Il y a ces vies qui m'interpellaient et qui m'interpellent par rapport à l'idée même de paysannerie. Et il y a une deuxième que j'ai vue là-bas dans votre expo, une deuxième source de stress qui m'a envoyé à Yacine Tegia, qui avait fait dans le cinéma tous ces exercices sur les lignes horizontales. Et j'ai retrouvé ce même travail sur l'horizon que chez Yacine Tegia, dans le cinéma. Taner Tegia, oui, les deux frères. Taner Tegia. Voilà, c'est son frère qui l'a produit. Mais Taner Tegia a exactement la même réflexion sur les lignes. Et lui, il était venu à l'école des Beaux-Arts parler aux étudiants, une fois, je l'avais invité, et il avait expliqué comment il avait travaillé sur les lignes, parce que il avait regardé dans ma vie toute cette continuité des lignes, et puis le rapport de la jeunesse au mur. Et il a dit, moi j'ai filmé les jeunes depuis la rue, et pas la rue depuis les murs. Et du coup, il voyait les jeunes collés, mais collés à des lignes comme des camps, quoi. Il y avait une espèce d'emprisonnement. Donc ça m'a renvoyé tout de suite à Tegia, et c'est ma deuxième source d'angoisse. Donc maintenant, vous vous débrouillez pour me régler le problème. Ça, c'est la responsabilité de Je l'artiste. fais un petit dessin de cactus. Ça me changera les idées. Avec un peu d'autodérision. Oui, Ah, c'est bien. sa spécialité. En tout cas, on vous remercie vivement Ouais, merci pour cet encore. engagement et on vous invite à revenir lundi 4 à 17h30 pour une extension de cette conférence avec M. Larbi Merhoum et Fatma Osnik pour parler justement de ces questions historiques en beaucoup plus de générosité et puis de revenir aussi mardi à la même heure, au même endroit pour élargir ces questions historiques dans un champ esthétique avec Mme Najat Radda sur des questions de l'abstraction, non seulement dans la peinture et l'art algérienne, mais aussi dans sa littérature qui, je pense que je suis d'accord avec vous qu'il y a un échange très fort et très important entre ces deux champs esthétiques qui nous permettra peut-être de répondre à vos angoisses sur le vide et sur l'horizon. Oui, c'est des questions de l'abstraction. Donc on va essayer de mélanger toutes ces discussions pour peut-être pas arriver à une résolution, mais au moins tracer des lignes de fuite pour la continuation du projet ensemble. Voilà, une extension des angoisses. Bah voilà, c'est tout est résolu. Voilà, C'est tout est résolu. On n'a plus quoi dessiner. voilà, ça serait inutile. Ouais. Je voudrais quand même pas partir sans insister. Vous avez dit à plusieurs reprises, je n'ai rien retenu de l'école et je m'inscris en faux contre cette affirmation. Vous ne seriez pas là si vous n'étiez pas passé par cette école, y compris par les
projet que vous avez Oui, bien fait. sûr, c'est ce que j'étais en train de dire. Ouais. Et vous avez certainement retenu pas mal de choses. Non, c'est une frustration. C'est-à-dire, par exemple, il y a, pour finir, je ne vais pas m'attarder longtemps, mais par exemple, je découvre le décret Crémieux, qui est un truc fondamental dans l'histoire algérienne. Et je me dis, mais pourquoi je n'ai pas retenu ça à l'école? Ça m'a rendu dingue. On n'en a pas parlé. Ouais. Voilà, donc c'est ces choses-là dont je parle. Donc il y a quelque chose qu'on ne m'a pas enseigné. Non, je dis ça parce que par exemple, moi j'ai des amis, leur cours d'histoire était, ils ont eu la chance que, je sais pas, c'est peut-être des enseignants aussi qui ont fait la démarche d'élargir, de les faire parler, etc. Je l'ai eu avec mes profs de français un peu, et d'autres aussi, mais en histoire c'était une frustration. Voilà. C'est compliqué. Déjà dans les années 80, Non, c'est le. quand on parlait d'un Ramadan, on regardait s'il n'y avait pas des flics autour. C'est juste là. Non, l'histoire, c'est toujours l'histoire des vainqueurs. C'est ça, voilà. Et c'est aussi une médiocrité dans le système éducatif qui était important. Oui, parce que c'est Ah, ça fait partie du projet. En même temps que les Non. Non, en fait, le message subliminal que j'étais en train de dire, c'est qu'il fallait mettre l'enseignement artistique beaucoup plus à l'école. C'est pour ça que la question de la trace est tellement fondamentale. Ah oui, Et la question de monsieur de la représentation et du réel, comment résoudre ce Comment on traite la trace, C'est clair. ce qu'on en fait. Et d'abord, si on la traite. Il y a une question? Vas-y, vas-y. Oui, je vous écoute. Voilà. Mais ce sera la dernière. Vraiment. Alors, moi, en tant que personne, j'ai jamais compris l'enseignement ni les années 70. Ce que j'ai su, ce que j'ai pu savoir de cette période, c'est ni par les livres, ni par les autres outils, mais seulement par les images. Alors, je voulais juste parler des travaux photographiques de M. Gemetes, et aussi de la réalisation cinématographique de Amal Askri, un film, si je ne me trompe pas, c'était le Moufid. Qui parlait vraiment sur cette révolution agricole. Et voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est fascinant de voir l'art contemporain, cette conscience collective en tant qu'artiste, de revenir au passé. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de documentation, il n'y avait pas beaucoup de témoignages, il n'y avait pas beaucoup d'histoires qui racontent ça. Et quand j'ai vécu ton exposition, j'ai senti ça. J'ai senti non seulement par le visuel, et en même temps par les petites histoires. Je tenais vraiment à te remercier. En fait, je réponds très brièvement à ça. En fait, le matériel existe énormément de choses. Il suffit juste de les réactiver. C'est ça, en fait. De les mettre en... Et l'histoire algérienne, elle est pleine de image. trucs. Vous fouillez, vous tomberez sur plein de choses absolument passionnantes qui sont juste en train de dormir, qui attendent à ce qu'on les réactive. Franchement, parce que des personnes passionnantes vont vous en parler, vous trouverez des archives. Il y a vraiment beaucoup de choses. Des études, il y a énormément de choses. Vraiment beaucoup. Et pas que d'ordre visuel. Voilà, merci beaucoup. Merci.